Suivez le 1945 avec l'hôtel Saphir et les tours jumelles de Brazzaville. Ce journal vous est offert par Olympique Palace Hotel. 1945, Judicaël Moussirou. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur C-Direct. Bienvenue à ce 1945, l'actualité africaine. Judicaël Moussirou. 60 ans de coopération, le Congo et la Russie entretiennent des liens solides. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, est actuellement en Russie pour s'entretenir avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Denis Sassou Nguesso avait quitté le Congo dimanche dernier. Le président Vladimir Poutine reçoit en Russie le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso pour une visite d'État de quelques jours. Les deux dirigeants auront des entretiens en lien avec la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Cette rencontre intervient après la récente visite les 3 et 4 juin du ministre russe des Affaires étrangères à Oyo, village natal du président congolais, situé au nord de Brazzaville. La dernière rencontre officielle entre Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine remonte au mois de juillet dernier lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg. Le chef de l'État congolais espère tirer profit de cette visite de 2 jours pour signer des contrats commerciaux. Sa représentante spéciale Françoise Joly mène des discussions à ce sujet. En RDC, des jeunes Congolais réunis sous le nom des Wazalendo prennent les armes pour soutenir les forces armées pour défendre leur pays contre les rebelles du M23 dans le nord Kivu en proie aux affrontements. Images et commentaires. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir que les M23 n'arriveront jamais ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo et la rébellion du M23 se sont intensifiés dans le nord Kivu. Plusieurs jeunes Congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Des organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes, tout en dénonçant des violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face aussi à une menace d'agression étrangère comme ce qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire. Mais faudrait-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, ou la nécessité pour le gouvernement congolais d'encadrer et de faire en sorte que ces jeunes soient surveillés. La cité de Sake s'est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Sake est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les résistants Wazalendo patrouillent chaque jour pour éviter toute infiltration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par les rebelles du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un casque bleu de la MONUSCO. Partant en Centrafrique, d'anciens rebelles se reconvertissent en ramasseurs de sable pour subvenir à leurs besoins. Encadrés par des propriétaires de carrières, ces jeunes trouvent dans cette activité une source de revenus stable, bien que non sans risque pour leur santé et leur sécurité.
Chaque matin de la semaine, Jaurès Ledoux, 26 ans, se rend au bord du fleuve Bangui pour chercher son pain quotidien. Cet ex-milicien a porté les armes et combattu pendant 4 ans durant les années de crise en République centrafricaine à Bangui. Aujourd'hui, il s'est reconverti en ramasseur de sable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses 6 enfants. Mais c'est que tant ce que je à présent, à travers Kwatimbutu, nous avons des pays d'Ambi, sommes doit le nombre de 6. So mi duni na itamla bombi na dana wali so mi peni à travers Mbutunzo mi pena ikota mingi quand même ni la ide mingangu bombi una mingi na mena match mi sa ngma quartier di sa gamena tikiri kiranye so ala zaiso kwa la gai ba meni bre kwa gi isara agamena kwa la parce que gi kwa saragba so kwa kama ide mingi pe da bi waranginza da mingi te pe ikota mingi minayan. Une reconversion qui n'étonne pas Jeannette Kotisila, propriétaire d'une carrière, lui qui encadre plus de 150 ex-combattants dans ce lieu au quotidien. Le pays manquant cruellement d'industrie, le travail du sable est donc devenu le point de réinsertion pour plusieurs jeunes désœuvrés qui ont déposé les armes et à la quête d'une rémunération journalière. Avec ce travail, il y avait beaucoup de gens qui étaient au quartier, qui faisaient rien. Et après avoir commencé à faire ce travail, et ils vivent bien, ils ont abandonné certaines choses qu'ils ont l'habitude, ils étaient auparavant. Il y en a qui étaient des ministres et après avoir trouvé ce travail, ils ont abandonné et ils sont là maintenant, eux, ils vivent mieux. Selon cet enseignant, bien que le nombre d'actifs dans ce métier ne soit pas répertorié, cette activité occupe une partie non négligeable de l'économie du pays, mais reste les impacts négatifs sur la santé, le revenu et la sécurité de ces jeunes, tant la profession n'est pas encadrée. En termes d'avantages, c'est déjà quelque chose de bien quand on laisse les armes pour repartir exercer une activité. L'inconvénient, c'est que ces gens ne sont pas organisés et ce qui fait que le gain n'est pas assez suffisant. Bien qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent ne sera pas assez suffisant pour les soigner quand ils vont tomber malades. Alors que la ville de Bangui, en pleine expansion, connaît un développement fulgurant, ces jeunes ramasseurs de sable sont des moteurs essentiels de ces avancées. Pour les experts, il faudrait revoir et améliorer les modèles de fonctionnement des carrières de sable, voire les moderniser, afin que les jeunes puissent bénéficier d'un revenu décent. La ville d'Ayetoro, nigériane, dans l'état d'Ogun, fondée en 1947, elle était considérée comme un petit paradis pour ses habitants et portait fièrement le nom de ville heureuse. Mais aujourd'hui, elle est menacée de disparition par la montée de la mer. Voici Ayetoro, une ville nigériane fondée en 1947. Elle était considérée comme un petit paradis pour ses habitants et portait fièrement le nom de ville heureuse. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition par la montée de la mer. Les eaux ont dévoré bon nombre de ses bâtiments. L'érosion marine a emporté plus de 2 tiers d'Ayetoro. L'ancienne localité a été emportée par la mer. Et si vous regardez la position actuelle de l'océan, vous conviendrez avec moi que l'ancienne ville n'existe plus. Les vestiges des bâtiments engloutis portent encore les stigmates de l'avancée incessante de la mer. Les habitants sont impuissants face aux vagues qui avalent progressivement leur ville. L'érosion m'a beaucoup affecté parce qu'elle a emporté mon magasin et ma maison. Ma boutique valait environ $5,500. L'érosion a provoqué l'inondation de mon commerce. Pour survivre, je dois désormais apprendre à travailler la fibre de verre. La côte boueuse de Mahinde a perdu plus de 10 km², soit près de 60% de ses terres, au profit de l'océan au cours des 3 dernières décennies. Le gouvernement a essayé de limiter l'érosion côtière, mais pour moi, je dirais
qu'il met la charrue avant les bœufs. En réalité, le gouvernement aurait pu commencer par mener des recherches sur les processus marins qui sont responsables de l'érosion côtière que nous connaissons à Aye Toro. Pour ce géologue, les forages pétroliers sous-marins et la déforestation des mangroves constituent l'une des causes de ce phénomène. La Cour de cassation de Paris a tranché mercredi 19 juin en faveur du port autonome de Douala dans un conflit commercial qui l'oppose au groupe français Bolloré dans l'affaire de concession du terminal à conteneurs. L'instance a rejeté la précédente décision de la Chambre de commerce de Paris qui avait condamné le port de la capitale économique du Cameroun à payer 58,6 millions d'euros à une filiale du groupe Bolloré. Celle-ci avait été déboutée dans un appel d'offres. La Cour de cassation de Paris a donné raison au port de Douala dans l'affaire qui l'opposait au groupe français Bolloré. Le port autonome de la capitale camerounaise avait été attaqué par la Douala International Terminal, une ancienne filiale du groupe Bolloré, au terme d'un processus de renouvellement de la concession du terminal à conteneurs. Le groupe Bolloré et son partenaire de gestion, le consortium APMT, estimaient que l'appel d'offres avait été conduit contre leurs intérêts. S'en était suivie une procédure d'arbitrage introduite à la Chambre de commerce internationale de Paris qui avait condamné le port de Douala à payer 58,6 millions d'euros à la filiale de Bolloré en novembre 2020. C'est cette décision que la Cour de cassation vient de rejeter après avoir établi qu'il existait des connivences entre un des juges du tribunal arbitral et un avocat du groupe Bolloré. La Douala International Terminal, désormais rachetée par le groupe MSC, estime qu'il s'agit seulement d'un jugement sur la forme et non sur le fond. Au Sénégal, plusieurs dizaines de pèlerins du retour de la Mecque ont été testés positifs au Covid-19 à leur débarquement à l'aéroport de Dakar. Les autorités sanitaires appellent à la prudence et ont renforcé le dispositif de surveillance, mais elles se veulent tout de même rassurantes. Au Sénégal, les autorités sanitaires renforcent leur dispositif de surveillance après que plusieurs dizaines de pèlerins de retour de la Mecque ont été testés positifs au Covid-19. Des tests rapides ont été effectués à l'arrivée des pèlerins à l'aéroport international de Dakar. 78 personnes sur 124 ont été déclarées positives au coronavirus. Des chiffres qui n'ont pas surpris le directeur de la prévention du ministère de la Santé, compte tenu de la promiscuité qu'il existe pendant le pèlerinage à la Mecque. Une proximité qui est d'ailleurs à l'origine de nombreux cas de grippe chaque année. Si les mesures de précaution sont renforcées, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, le Covid-19 étant à présent considéré comme une grippe sans importance majeure à surveiller. Tous les passagers en provenance de Jeddah doivent toutefois porter un masque, se faire tester sur la base du volontariat et un dispositif sanitaire est en place pour prendre en charge les cas compliqués. Voilà, ce reportage marque la fin de ce 1945. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Merci pour votre fidélité à C'est Direct. Bonsoir.